L'or est-il revenu sur un niveau d'achat après 20% de baisse depuis le début de la guerre en Ukraine? 20% de baisse du cours de l'or et des métaux précieux en général. Quelles sont les conditions fondamentales nécessaires pour valider un éventuel rebond sur support? Et si le support des 1675 dollars était rompu, quel est le risque de baisse additionnelle? Chers amis, bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 27 juillet 2022. Alors bienvenue, installez-vous confortablement, prenez vos aises surtout car aujourd'hui c'est le jour J pour la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui devrait, selon le consensus, augmenter 3 fois ses taux d'intérêt, son taux directeur, 75 points de base d'un coup de hausse pour porter son taux directeur à 2,50. Je veux traiter avec vous le sujet de l'or parce que l'or est lié au taux d'intérêt. L'or est lié à la tendance du dollar américain. L'or est lié à la perception du risque. L'or est lié à sa demande financière-financière, elle-même liée à l'analyse technique des marchés financiers. Tous ces facteurs, je vais les passer en revue avec vous. Effectivement, la question se pose. L'or a fortement baissé et il se stabilise sur un support, comme l'argent métal d'ailleurs. Faut-il se précipiter à l'achat? Ou n'est-ce que l'étape intermédiaire d'une tendance baissière qui a commencé au lendemain de la guerre en Ukraine, avec un faux départ haussier, au-dessus des 2000 dollars, et retomber tout en bas, tout en bas. Ce que je vais vous expliquer est important. Bien sûr, l'analyse technique de l'or, mais il y a surtout, l'offre étant à peu près stable, une question de la demande. Tout est lié à ça. Je suis allé vous chercher toutes les données de la demande financière, de la demande physique, toutes les données des corrélations, pour que l'or, je vous fais la conclusion maintenant, pour que l'or parvienne vraiment à se stabiliser sur support, il faudra non seulement une pattern technique de renversement haussier, mais il faudra au même moment la fin de la hausse des taux d'intérêt, la fin de la hausse du dollar américain et une reprise manufacturière vigoureuse en Chine et en Inde, car oui, la demande physique, c'est avant tout l'industrie de la joaillerie en Chine et en Inde. Tous ces facteurs doivent être réunis pour envisager un rebond de l'or. Alors, où en sont tous ces facteurs? Eh bien, c'est parti, regardons cela ensemble. Alors, je vais me réduire pour passer en vue avec vous ces éléments, et puis je repasse en plein écran si je veux insister sur un point en particulier. J'espère que ce format de vidéo continue de vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à commenter, à liker, à partager. Vous avez vu, je fais des progrès dans ce que doit dire un youtubeur, ce que je ne suis pas. Alors, le cours de l'or est-il revenu sur un niveau d'achat en bourse? C'est pas bête de se poser la question maintenant, étant donné qu'il perd 20% après son bull trap suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Quelle déception pour les défenseurs, les ardents défenseurs de l'or. Mais ils oublient qu'il y a 20 ans de hausse sous les pieds et que c'est peut-être déjà suffisant. Bon. Alors, l'idée ici n'est pas là de débattre au sujet d'un éventuel aspect refuge de l'or ou pas. L'idée est de regarder les faits concrets de la demande, des facteurs de corrélation qui influencent l'or et des faits techniques qui représenteront le momentum de marché, qui est un aspect important. Voilà le programme, tout ce qu'on va regarder. Vous pouvez le lire. L'or et le pétrole, l'or et le bitcoin, l'or et les taux d'intérêt, l'or et les données concrètes de la demande. Je suis allé vous chercher les données en me tournant du côté de l'excellent rapport proposé par le World Gold Council, qui est l'association des plus importantes compagnies minières d'or. C'est un organe de propagande, effectivement, sur l'or, mais il propose de la recherche. Et cette recherche est globalement publique et tout correspond à l'action des prix. Avec les données de la demande physique et de la demande financière d'or, c'est-à-dire les ETF, les contrats futurs et les options,
On comprend l'action des prix. Et lorsqu'on croise ça avec l'analyse technique, les effets sont superbes. C'est de la vraie recherche pour une stratégie d'investissement derrière, ou pas, de sur- ou sous-performance. Gold, bilan performance en 2022. Alors, d'abord, regardons où nous en sommes, le point de départ. C'est pas glorieux. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données hebdomadaires du XAU-USD, le gold. Après le faux départ haussier en février suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché s'expose à un double top majeur, pouvant le renvoyer dans les cordes, dans les bas-fonds. Et d'ailleurs, le fameux support des 1675 $, c'est la ligne de coût de ce qui pourrait être, mais ce qui n'est pas encore un double top. On peut aussi avoir le scénario d'un long trading range. Et donc, c'est pour ça que certains se demandent s'il faut l'acheter maintenant. Mais on va répondre à ça plus tard. Effectivement, ce n'est pas glorieux. L'or, depuis son record bull trap après la guerre en Ukraine, a perdu 18%. Bon, voilà où nous en sommes. 18% de baisse. On va regarder tout à l'heure d'autres facteurs techniques. Mais beaucoup se posent la question, dans l'environnement actuel d'inflation de risque, l'or n'a pas joué son aspect refuge. Bien oui, mais vous allez voir pourquoi. Les raisons sont simples. Elles sont presque mathématiques. Voici donc un tableau plus contrasté. Les données datent d'il y a environ 2 semaines. Alors attention, depuis 2 semaines, l'or a fortement chuté, c'est un peu en décalage. Mais l'or a-t-il vraiment si sous-performé que cela? En fait, en bourse, tout est relatif, chers amis. Et vous allez voir que non. Si là, je mets en avant le repli de l'or de 18% depuis le bull trap de la guerre en Ukraine, les autres classes d'actifs ont chuté beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Vous allez voir. Tout d'abord, il y a une question de devise. Alors vous avez là la performance de l'or exprimée dans toutes les monnaies. Je source bien sûr tout ce que je vous propose. Tout vient du World Gold Council. D'accord? Vous avez leur site internet. Tout est public. Tous ces graphiques sont publics. L'or, hormis face au dollar, a progressé face à la plupart des devises. Donc d'une certaine façon, il a joué son aspect refuge. Lorsque l'on compare maintenant l'or face aux autres classes d'actifs, vous avez à droite sur l'axe des abscisses la performance, la ligne de 0 est ici, et sur l'axe des ordonnées la volatilité. Toutes les classes d'actifs sont en baisse, les actions américaines, les actions européennes, les obligations. L'or est à l'équilibre face au dollar américain depuis le début de l'année. Oui, les moins 18%, c'est depuis le record du bull trap après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, l'or étant à zéro ou ayant moins baissé que les autres, oui, il y a un aspect refuge. Et pour ça, j'ai volontairement exagéré ma présentation. L'or a joué son rôle. Maintenant, la vraie question, eu égard au fait qu'il est revenu sur support, faut-il l'acheter? Moi, je vous dis une chose, chers amis. Être sur un support, c'est bien. Se stabiliser, c'est mieux. Faire une pattern de renversement haussier, c'est nettement mieux. Et associer cette pattern de renversement haussier à des facteurs fondamentaux d'influence de l'or, qui eux aussi cesseraient de freiner l'or, ce serait parfait. Sauf que c'est compliqué. Il faut se tourner du côté du dollar américain, des taux d'intérêt et bien sûr des éléments concrets de la demande industrielle d'or. Pour que l'or rebondisse, il faut une augmentation de sa demande industrielle. Et d'où vient-elle? Je vous le donne en mille. La joaillerie en Inde et en Chine. C'est essentiel. Alors, nous allons regarder cela. Il y a 2 types de demandes de l'or. Je vous rappelle déjà ça. La première demande de l'or est la demande physique. Vous avez ici, toutes ces données proviennent du rapport mi-annuel du World Gold Council. Voici tous les types de demandes de l'or. La joaillerie, la technologie, oui, ça rentre dans la fabrication de certains composants informatiques. La demande dite financière ou investment et celle des banques centrales. Là, vous avez un historique et on voit donc que depuis plusieurs années la part de chaque demande. Maintenant, l'or avait progressé au premier trimestre.
L'or a progressé au premier trimestre parce que, comme vous constatez ici, il y a eu, dans les 2 premières semaines qui ont suivi la guerre en Ukraine, une envolée de la demande financière. Et toujours une demande de la joaillerie importante. Mais dès le mois d'avril, l'or a baissé, car la demande financière d'or a chuté. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ici, vous avez les chiffres de la demande financière qui est représentée par les fonds ETF Gold. Après le pic initial de la guerre en Ukraine, ça n'a cessé de reculer. Et là, on vient de faire 2 mois négatifs d'outflow, de décollecte sur les ETF aux États-Unis, essentiellement aussi en Europe. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement l'or n'a pas été vu comme une valeur refuge, parce que l'or souffre de la hausse des taux d'intérêt et de la toute puissante hausse du dollar américain. En gros, chers amis, je vous le donne. L'or fera son point bas dès que le dollar fait son point haut, dès que les taux d'intérêt nominaux cessent de monter. C'est vrai que les taux d'intérêt nominaux ont cessé de monter et que l'or est sur support. Alors, est-ce qu'on l'achète, l'or? Je dis attendez un top de marché majeur de l'or, du dollar. Attendez ce troisième facteur. Bon, j'y viens. Et en ce qui concerne la demande physique en provenance de la joaillerie d'Inde et de Chine, vous pouvez surveiller les indices PMI manufacturiers de l'Inde et de la Chine, qui ont commencé un rebond. Alors, effectivement, ça a été l'explication principale de l'impossibilité de l'or de s'envoler suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y a effectivement une corrélation négative historique entre les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels et le prix de l'or. Je vous rappelle au passage que ce soir a lieu une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis à 20h, suivie d'une conférence de presse à 20h30. Je vous rappelle que la probabilité de 3 hausses de taux d'un coup, passage de 1,50, de 1,75 à 2,50 et de 75%, et 4 hausses de taux d'un coup, 24%. Si jamais il y a 4 hausses de taux d'un coup, l'or s'effondrera. Si jamais il y a 4 hausses de taux d'un coup, l'or s'effondrera. C'est vraiment le risque ce soir. Les 3 hausses de taux sont globalement intégrées dans les cours. Alors, l'or et les taux d'intérêt. Je vous ai tout préparé sur TradingView. Vous avez ici l'évolution depuis 20 ans du cours de l'or en bougie japonaise hebdomadaire et ici en bleu du taux d'intérêt obligataire de l'État américain à 10 ans et du taux d'intérêt obligataire réel de l'État américain à 10 ans. Toutes les cassures techniques baissières de l'or ici en 2013 étaient dues à un point bas et à une envolée des taux d'intérêt. Toutes les cassures techniques haussières de l'or étaient dues à un point haut des taux d'intérêt nominaux en bleu et des taux d'intérêt réels en orange. Et pourquoi l'or a échoué malgré la guerre en Ukraine et menace de faire un double top ou simplement un trading range? Regardez, l'envolée des taux d'intérêt réels et nominaux. Vous avez sous les yeux le seul facteur qui compte. Donc si certains se posent la question dans un repas entre amis, pourquoi l'or n'est pas monté à 5000 $ avec tous les risques actuels? Mes chers amis, prenez-vous, attaquez. Allez accuser. Bon, je n'ai pas trouvé le bon verbe. Montrez du doigt les taux d'intérêt. Ils sont, vous qui, si vous faites partie des gens qui veulent acheter l'or, les taux d'intérêt sont votre ennemi principal. Alors, bonne nouvelle, ils ont cessé de monter depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Alors, faut-il, puisqu'ils ont cessé de monter, acheter le support de l'or? Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est passionnant, c'est un débat du moment. Moi, je suis très méfiant. Je suis très méfiant car il n'y a pas que les taux d'intérêt. Il y a aussi le dollar américain. J'ai pu vous montrer en début de vidéo que l'or avait progressé face à toutes les monnaies sauf au dollar. C'est normal, je ne parlerai pas de corrélation négative entre l'or et le dollar, mais plutôt d'un dollar US qui, à travers sa tendance haussière, freine l'or. Car effectivement, lorsqu'on regarde l'or face aux autres devises, il a monté. Alors on va comparer le taux XAU-USD, c'est-à-dire l'or face au dollar, et le taux XAU-EUR. Je vous rappelle que pour faire une analyse technique du dollar américain, vous pouvez utiliser le dollar US face à un panier de devises, le DXY. Je vous renvoie vers mes anciennes vidéos Fast and Forex sur ce sujet. Alors regardons justement cela. Je vous ai préparé ici un graphique qui compare en year to date
c'est-à-dire la performance depuis le début de l'année du dollar américain, représenté par le DXY, le dollar américain face à un panier de devises, le XAUEUR, c'est-à-dire le cours de l'or exprimé en euros, et le cours de l'or en dollars. Eh bien oui, le cours de l'or en euros est en hausse. Pour un investisseur zone européen en euros qui a acheté l'or en euros, l'or est en hausse, mais c'est normal. C'est le taux de change de l'euro qui a chuté. Vous voyez que tout est... Aussi, il y a une partie conversion qui est très importante. Et de ce point de vue-là, pour préserver son pouvoir d'achat, le citoyen de la zone euro a gagné en ayant acheté l'or depuis le début de l'année. Tout à fait, c'est une vérité. Mais d'un point de vue d'un particulier nord-américain, ce n'est pas le cas. Que ce soit le dollar américain ou le dollar canadien. Donc c'est pour ça. Je m'étais amusé à utiliser cette expression lors du dindon de la farce, mais il n'a pas été le dindon de la farce. Il a pu préserver une partie du pouvoir d'achat, notamment pour les investisseurs en euros. Alors maintenant qu'il est revenu sur support, faut-il l'acheter? Il y a d'autres aspects. Il y a bien sûr la demande financière d'or à travers les ETF, les contrats futurs, les contrats d'options, la demande physique essentiellement à travers les composants informatiques et la joaillerie en Inde et en Chine. Voilà, schématiquement. Si vous voulez davantage d'informations précises, vous avez les excellents rapports du World Gold Council, qui sont pour la plupart publics ou qui deviennent publics et gratuits après un certain nombre de semaines. Tout est extrêmement bien expliqué. Et moi, pour vous préparer cette courte vidéo, j'ai pris le temps de tout lire et de sélectionner ce qui me paraissait important. Alors, il y a aussi un processus d'arbitrage. L'or a été en partie une protection contre l'inflation, mais il y a aussi le rapport au Bitcoin, le rapport au pétrole. Ça, c'est un fait. Vous avez tout d'abord ici le ratio XAUUSD sur BTC-USD, au numérateur l'or, au dénominateur le BTC. Lorsque la courbe est haussière, le numérateur surperforme. Lorsque la courbe est baissière, le numérateur sous-performe, c'est-à-dire que le dénominateur surperforme. J'espère que vous m'avez suivi. Et effectivement, il y a eu un signal haussier sur le ratio mi-juin, et nous sommes encore dans cette tendance haussière. Sauf que l'on peut partir du principe ici qu'il y avait un trading range et que nous pouvons reporter. Alors je vais utiliser ici cet outil de mesure intervalle de prix. Voilà, on en est sorti par le haut, je le double et je le reporte. Aurions-nous déjà fait l'objectif théorique haussier du ratio? Si oui, dans ce cas, ça veut dire que l'or cesse de surperformer le Bitcoin. Et à un moment où les gens s'interrogent sur les possibilités d'un point bas du Bitcoin à 20 000 $, le débat est passionnant. L'or donnera un signal de sous-performance sur le BTC lorsqu'il cassera cette zone. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un équilibre des forces. Face au pétrole, je dis, c'est trop tôt. Vous avez ici le ratio XAUUSD sur US Oil, le pétrole brut américain. Il y a cet énorme support pluriannuel de long terme. Je pense que le marché s'y dirige. Et donc, eh bien non, d'un point de vue de ce ratio, il n'est pas encore temps d'avoir une stratégie de surperformance de l'or vis-à-vis du pétrole. Alors, tout ça c'est bien marrant. Maintenant, revenons-en à l'analyse technique de l'or et l'argent. Faut-il acheter l'or sur le support à 1675 $? Vous avez bien compris, j'ai voulu vous démontrer que c'est bien d'être sur un support. Mais non seulement il faut un bon support technique, en plus il faut un point haut du dollar américain. Et là, je vous renvoie à mes précédents Fast and Forex pour voir que la question du point haut du dollar américain n'est pas encore tranchée. Et je répondrai à ça dans le prochain Fast and Forex. Il faut un rebond, notamment du PMI manufacturier chinois, car l'industrie manufacturière de la joaillerie en Chine consomme énormément d'or, c'est très important. Et il faut surtout la fin de la hausse des taux d'intérêt nominaux, un sujet que je traite dans le Top Gun chaque lundi. Donc il faut la conjonction de tous ces facteurs pour avoir la conviction qu'un support peut produire un effet favorable sur le cours de l'or. Et donc, quel est ce support? Alors, je vais revenir ici sur les bougies japonaises en données mensuelles hebdomadaires du cours de l'or. Il y a un vrai danger. Vous avez là donc soit pour certains c'est un trading range 1675-2075. On est donc dans le bas du range, il faudrait acheter. Pour d'autres, ça peut être un double top, premier top, deuxième top, ligne de coup 1664, on la casse, eh bien on va à 1300. J'ai ici positionné les données du volume profile en prenant le point bas ici et le point haut ici. Et effectivement,
ce qu'on appelle le volume profile point of control, là où il y a eu le plus de liquidité à aller chercher, c'est cette zone-là, c'est la zone des 1400-1500 dollars, ce qui serait une zone objectif majeure en cas de rupture des 1675 dollars. Donc, la question, à la question de savoir est-ce que le support des 1675 dollars est le point bas, la réponse est loin d'être évidente. Ça serait le point bas si oui, si le dollar faisait son point haut, si les taux d'intérêt nominaux cessaient de monter, si la demande en provenance de Chine avait validé son point bas. Je dirais que pour les taux d'intérêt nominaux, on a plus ou moins le feu vert. Pour le dollar, c'est trop tôt. Pour la Chine et l'Inde et l'industrie de la joaillerie, c'est un feu orange. Donc c'est pas évident. Donc je reste extrêmement prudent. Après, quelqu'un qui voudrait accumuler sur le support à 1675 dollars, s'il décide de le faire, positionne son stop sous 1650, car en cas de cassure, derrière, c'est 1500 minimum. Les 1500 dollars qui seraient effectivement le point d'achat parfait à long terme. Les 1500 dollars qui seraient le point d'achat parfait à long terme pour un scénario de bull market en 2023. Mais bon, là, vous voyez que je m'égare en allant un peu trop loin dans le futur. Alors en données journalières, on a déjà eu le rebond sur 1676. Il fallait avoir ce niveau en tête à un stade précoce. Il y a déjà eu le premier rebond. Maintenant, est-ce que c'était le point bas pour de bon? C'est vrai qu'on a un avalement haussier de corps. Bon, je ne serais effectivement pas surpris qu'on rebondisse davantage. Peut-être aller chercher une résistance à 1750. Pour valider une pattern, il faudrait vraiment dépasser 1750. Et à ce moment-là, il y aurait un rebond vers 1800. Mais on peut prendre aussi le temps sur ce niveau. Est-ce que là, on a déjà à l'amorce d'une pattern en journalier? C'est un peu tôt. Voilà, chers amis, c'était les éléments que je voulais vous communiquer ce matin. Alors bien sûr, l'or a-t-il fait son point bas à 1675 dollars? Je n'ai pas donné la réponse car je ne l'ai pas. Mais j'ai voulu vous proposer les facteurs qui entrent en jeu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment et que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous.